Vous êtes bien sur France 3 Bretagne. Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin Bretagne. Alors ce matin, nous allons vous inviter à jouer les faussaires. Ça n'est pas une proposition indécente, mais bel et bien un événement qui aura lieu dans 5 musées bretons. Un événement nomade qui se tiendra à Quimper, Vannes, Pont-Aven, Rennes et Brest. Et ce, du 12 mai au 16 juin. Le musée Recopier, c'est le nom de cet événement. C'est Simon Gaucher, son concepteur, qui sera là pour nous le présenter. Si vous avez des projets de construction ou d'extension de votre maison, et bien surtout vous restez avec nous. Nous vous dirons tout sur les autorisations à obtenir avec Maître Geoffroy Emonet qui nous donnera tous ses conseils. Nous embarquerons aussi à bord de l'Energy Observer, un catamaran breton 100% vert. Son empreinte carbone est nulle et c'est Adélaïde Cassier qui nous en parlera dans un instant. Place à l'histoire également ce matin et à une figure bretonne de la guerre d'Algérie, le général de Bollardière. Il a été l'un des rares militaires à s'opposer publiquement à la torture. Erwan Le Gall, l'historien, nous en dira plus tout à l'heure. Alors que les beaux jours reviennent et qu'enfin le mercure grimpe, eh bien, nous saluerons le retour en Bretagne du coucou, un oiseau qui a la particularité de pondre ses œufs dans le nid des autres, un véritable squatter. Julien Garin de l'association Bretagne Vivante est incollable sur le sujet. Sans oublier l'ami Billy qui nous a lancé encore une fois un défi, enfin nous lui avons lancé un défi, se mettre à la self-défense, un défi de taille. Il sera en duplex depuis Rennes. Voilà, c'est le moment de la météo maintenant. Bonjour ma chère Catherine. Bonjour Laurence, ça va Alors, bien quel tableau se dessine dans le ciel ce matin? Alors bon, vous prenez une palette de coloris allant du jaune éclairci au gris moche pluie. D'accord. Vous le mettez par petites touches comme ça sur la Bretagne, sur toute la région, vous obtenez le temps d'aujourd'hui. Par contre, en ce qui concerne les températures, donc voilà, on passe de l'expressionnisme avant-gardiste à quelque chose d'un peu plus printanier. On va de 18 à Brest, à Rennes au maximal, 15 à Brest, 17 à Vannes et 16 à Pont-Aven. Jusque-là, donc c'est plutôt chouette quand même. Bon, merci, on vous retrouvera tout au long de cette émission. Autant de bonnes raisons de rester avec nous. Vous le savez, votre émission matinale est diffusée sur la page Facebook de France 3 Bretagne en live. On attend vos questions, vos réactions. Vous faites comme nous, vous vous installez tranquillement, vous prenez du bon temps. Et puis on se retrouve dans quelques instants, 9h50 le matin. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois en cette matinée entre gris moche pluie et jaune soleil comme nous a dit Catherine tout à l'heure. Allez, bonjour Adélaïde, bonjour bienvenue Laurence. À vous dans cette émission. Merci. Bonjour Geoffroy, bonjour. Bonjour Erwan et bonjour Simon Gaucher. Bonjour. Vous êtes le maestro d'une performance participative qui aura lieu en mai et juin en Bretagne. Concrètement, on va pouvoir recopier sur une journée les œuvres dans 5 musées bretons. En gros, c'est ça l'idée? Oui, exactement. Pour faire très court, on jouera les copistes en quelque sorte. Est-ce que vous en avez déjà recopié? Avouez tout. Alors moi j'ai pratiqué le dessin et c'est toujours fascinant de recopier une œuvre parce qu'on rentre dedans et on la comprend complètement différemment que quand on la regarde seulement quelques secondes, quoi. Donc moi ça m'est arrivé, pas dans le musée des Beaux-Arts de Rennes, puisque à chaque fois que j'y étais c'était pour travailler, pour mener cette performance. Voilà, parce que vous êtes le concepteur de cet événement. Nous on avait quand même envie de vérifier un petit quelque chose, si vous connaissiez vraiment les tableaux emblématiques qui sont conservés en Bretagne. Alors on vous a fait un petit test, on va voir ça, un petit quiz. Je vous propose de regarder un premier tableau et on va voir si vous le reconnaissez. Attention, il va apparaître tout de suite. Voilà, qu'est-ce que c'est ce tableau? Ah oui, alors celui-ci, je crois que c'est la chasse au tigre de Rubens, qui est effectivement au musée des Beaux-Arts de Rennes. Ouais, qui est une œuvre absolument splendide. Et pour la petite anecdote, elle a été reprise en fait sur un sac Vuitton, c'est ça? Oui, tout à fait, effectivement. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, effectivement. Je crois que c'est Jeff Koons qui a décidé, en fait, on le voit justement à l'écran, de reprendre le tableau. Et donc, on peut dire finalement que Jeff Koons a participé au musée Recopier par son acte, et Louis Vuitton également, du coup. Ouais, et puis, du coup, les royalties ont servi surtout au musée des Beaux-Arts de Rennes. Voilà, ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, que... à racheter d'autres œuvres. Voilà, donc plutôt une bonne nouvelle. Allez, un deuxième tableau, on va voir si vous connaissez également celui-ci. Ah, quand même. Heureusement que vous m'avez mis les plus connus, parce que... on n'est pas trop méchants quand même. Alors... Et donc ça, c'est le nouveau-né de la Tour, qui est effectivement un peu le tableau phare du musée des Beaux-Arts de Rennes, une fois de plus.
Une huile sur toile qui date donc du XVIIe siècle à peu près. On va maintenant retrouver... vous connaissiez, vous, ces tableaux? Avant ça, quand même. Oh, oui, non. Pas par leur nom. Pas par leur nom. Bon, déjà, c'est pas mal de les connaître de visuel. Vous irez peut-être au musée Recopier dans les jours à venir. C'est quand même deux grandes merveilles. Deux grandes merveilles, superbe, effectivement. Allez, je vous propose qu'on retrouve illico, notre ami Billy, à qui nous avons lancé un nouveau défi de taille, se mettre à la self-défense. Vous allez voir, c'est pas rien. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, effectivement, nous sommes aujourd'hui à Rennes, chez Défense Tactique, où nous sommes accueillis par Fred. Bonjour Fred. Salut Billy. Ça va bien? Ça va, nickel, et toi? Alors ce matin, je suis comme ça, Laurence, parce que je ne sais pas trop où je vais. Je vais apprendre apparemment à me défendre, c'est ça? En tout cas, à éviter une agression. C'est ça, c'est exactement ça, Billy. Alors dis-moi, explique-moi un peu quel est le cœur de base de ton métier, quoi. Eh bien, je dirais le corps de base, notre objectif, il a pour but de prévenir les agressions et y faire face le cas échéant. Donc on reçoit monsieur et madame tout le monde, les citoyens classiques, qui cherchent à gérer les altercations et les agressions du quotidien, qu'elles soient au travail ou simplement dans la rue. Donc pour ça, on a mis en place 3 modules, la prévention, l'évitement et le face-à-face. D'accord, prévention, évitement, face-à-face. Donc si on vient ici, c'est pas pour apprendre à se castagner, quoi. C'est pas le but premier, quoi. Alors, moi, je considère que si on en arrive aux mains dans la rue, c'est quelque part, on a un petit peu échoué, en fait. Il y a des choses à faire bien avant, à prendre en compte bien avant. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je considère que si on en arrive au face-à-face, on ne sait pas comment on va s'en tirer, d'accord? On ne sait pas à qui on a affaire, donc on évite au maximum d'aller au face-à-face. Si un face-à-face, c'est déjà trop tard, quoi. C'est si tu n'as plus le choix, entre guillemets. Ok, voilà. Ça marche. Donc vous voyez Laurence, je vais apprendre ce matin à gérer ce genre de choses, donc conflits qui sont les conflits familiaux, les conflits au travail, les conflits dans la rue, ce genre d'événements qui peut arriver au quotidien, quoi. Tout à fait. Sur les 3 modules, on a la partie prévention qui a pour objectif de faire prendre conscience aux gens de leurs gestes au quotidien, en fait. À savoir, par exemple, je suis dans la rue avec mon portable, je suis accaparé par ce que je fais et pas par le monde qui m'entoure. Okay. J'écoute de la musique très forte. Bref, je me retire un sens, entre guillemets. Toujours s'écouter. À partir du moment où votre cerveau vous envoie une information comme quoi il y a un doute, il n'y a pas de doute à avoir, entre guillemets. Ouais. Pour la négociation, c'est pareil. Si je n'ai pas été vigilant, je vais essayer de désescalader cette situation en trouvant les bons mots pour éviter les pires mots. MAUX, bien sûr, j'entends. Et puis, en fin de compte, voilà, pour finir, sur le face-à-face. Le face-à-face, sans se raconter de belles histoires, on va essayer de se défendre et non pas combattre pour trouver un axe vers la fuite. Ok, ça marche. Je suis un peu en stress, hein. Là, je ne sais pas trop où je vais. Hein. T'as raison. Mais du coup, ici, on peut venir à n'importe quel âge ou il y a une cible Alors, on prend à partir de 16 ans, on ne prend pas les enfants puisqu'on considère que psychologiquement, ce n'est pas une activité, c'est plutôt réservé à un cadre adulte. Ouais, voilà. Donc 16 ans à partir d'autorisation parentale. Et puis effectivement, on prend monsieur et madame tout le monde, sans problème. Si certaines personnes ont subi des agressions, on demande simplement à ce qu'ils nous en fassent part avant l'entraînement de manière à anticiper. Voilà, ça marche. Bon, Laurence, là, on a mis les bases. Maintenant, je vous retrouve tout à l'heure et on sera dans l'action apparemment, hein, c'est ça? Grave dans l'action. Allez, à tout à l'heure Laurence. On a un petit peu peur pour vous, mon pauvre Billy. Bon, allez, quand il y a des doutes, il n'y a pas de doute. On a bien retenu déjà ce premier conseil. Vous avez déjà été face à ce genre de situation, Maître Monet? Non, pas... Bon. Non. Bon, c'est une bonne nouvelle alors. Bon, avec vous, pas question de jouer les faussaires de toute façon avec la loi. Hein. Vous êtes notaire, on le sait, vous intervenez régulièrement pour nous donner de précieux conseils. Et ce matin, on va parler du droit de l'immobilier. Alors, si l'on veut construire ou étendre son logement, on ne fait pas n'importe quoi. Ça se saurait. Non, on ne fait pas n'importe quoi puisque la mairie de votre ville doit contrôler si le projet que vous avez en tête respecte certaines règles, l'accès de votre maison à la voirie par exemple, si les surfaces ne sont pas excessives, etc., etc. Donc il vous faut une autorisation. Obligatoirement. Alors quelle différence entre une déclaration préalable de travaux et un permis de construire? Alors c'est avant tout une distinction en termes d'ampleur. La déclaration de travaux concerne des travaux qui sont de moindre ampleur que le permis de construire. Je vous donne des exemples. Si vous créez une surface inférieure à 20 mètres carrés, si vous décidez simplement de rajouter une fenêtre de toit sur votre toiture, vous modifiez la façade, des choses plutôt mineures, une simple déclaration de travaux suffit. Alors que si vous vous lancez dans une construction initiale, votre maison, ou si vous créez une surface assez généreuse de plus de 20 mètres carrés,
permis de construire. D'accord. Alors, quelle démarche doit-on accomplir pour obtenir ce type d'autorisation justement ? Un dossier en mairie que Oui. vous déposez en plusieurs exemplaires. Donc c'est une phase administrative. Et dans ce dossier, en général, vous avez bien sûr les plans que vous projetez d'exécuter. Vous avez les surfaces, l'aspect des constructions, etc., etc. Ça prend combien de temps à peu près d'obtenir justement le droit de faire ces travaux ? Alors ça dépend de chacune des autorisations. La déclaration de travaux, c'est quelque chose de plus léger, donc 1 mois suffit. Et pour le permis de construire, pour une maison individuelle, c'est 2 mois maximum. Donc la mairie peut répondre avant, mais ça peut aller jusqu'à 2 Au mois. maximum, d'accord. Doit-on recourir à un architecte pour construire sa maison ? Alors, on peut Ou en recourir, extension, on peut recourir à l'architecte si on a une volonté d'avoir un bien particulier, si on veut vraiment quelque chose peut-être de personnalisé, mais il n'y a rien d'obligatoire en termes de recours à l'architecte en dessous de 150 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on peut avoir recours à un maître d'œuvre, on peut avoir recours à un constructeur de maison individuelle, mais le dépôt de permis sera obligatoirement effectué par un architecte si votre maison excède 150 mètres carrés. D'accord, donc c'est ce chiffre qui est à retenir, 150 mètres carrés. Alors si j'ai envie d'installer chez moi un abri de jardin, est-ce qu'il doit faire l'objet d'une autorisation quelconque ? Oui, ça c'est une question qui revient fréquemment, voilà, parce que ça se les pose. gens, en fait, et aujourd'hui la tendance c'est quand même de faire évoluer son bien. Des gens achètent une maison, mais quelques années plus tard, plutôt que d'en changer, ils préfèrent faire une extension ou s'aménager un petit peu. Donc l'abri de jardin entre dans ces considérations. C'est une question de surface en fait. Sous 5 mètres carrés, des petits abris de jardin, pas d'autorisation nécessaire. De 5 à 20 mètres carrés, déclaration de travaux. Plus de 20 mètres carrés, ça commence à être un abri de jardin assez conséquent. Permis de c'est carrément construire. une extension Voilà, donc c'est vraiment déguisée. aussi une question de surface avant tout. D'accord, là encore une fois, un chiffre à retenir, moins de 5, de 5 à 20 ou Oui, plus de 20 ouais. mètres carrés, c'est ça. En lotissement, est-ce que les règles sont les mêmes ? En lotissement, il faut toujours faire attention puisque les règles peuvent être spécifiques. Un lotissement qui a moins de 10 ans, en général, a un règlement de lotissement. Le règlement de lotissement comporte des règles qui sont spécifiques, qui ne sont pas les mêmes que les règles générales de la commune. Souvent, ces règles sont plus contraignantes, elles sont bien spécifiques, donc il faut s'y référer avant de lancer un projet. Donc le règlement de lotissement est important. Et puis même au-delà des 10 ans, un lotissement qui est très ancien, il y a souvent un cahier des charges, et ce cahier des charges comporte également des règles qui sont propres à chaque lotissement. On peut vous interdire, par exemple, d'implanter un abri de jardin, sans qu'on ait à vous justifier pourquoi, mais dès le départ du lotissement, c'était prévu comme ça. On peut vous interdire de faire un potager devant votre maison côté rue. Dans certains lotissements aujourd'hui, ça se retrouve assez fréquemment. Donc le lotissement, attention, il faut bien regarder les règles spécifiques. Est-ce que le permis de construire entraîne le paiement d'une taxe ? Parce que ça aussi, c'est souvent quelque chose qu'on dit, Oui. vrai ou faux ? Oui, c'est vrai, parce que la raison elle est assez simple. Lorsque vous implantez une nouvelle maison, vous créez de nouveaux besoins dans une commune. Vous allez arriver avec votre famille, il y aura des besoins en termes d'école, vous aurez aussi des réseaux supplémentaires que la commune devra organiser pour mener jusqu'à votre maison, l'assainissement, etc. Donc il y a des taxes qui sont dues, en général en 2 fois. Après le permis de construire, vous devez payer des sommes qui sont quand même assez importantes. On parle de quelques milliers d'euros en général quand même. Donc il faut bien les prévoir dans le budget total de la maison quand on construit. C'est un très bon conseil. Pour terminer, une fois ma construction justement achevée, quelles sont mes démarches à effectuer ? Retour en mairie pour déposer une déclaration d'achèvement. Et c'est ce qui déclenchera également la conformité de la maison. Donc ça, c'est un point très important. Qu'on oublie parfois. Oui, souvent parce que Une fois que c'est fini, on se dit voilà, ça y est. c'est ça, les gens ont fait le principal et puis ils oublient un petit peu de boucler la boucle et ils se retrouvent lors d'une revente à devoir fournir des documents qu'ils n'ont pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas toujours bien déposé l'achèvement et ils n'ont pas la conformité que la mairie aurait dû leur donner et qui pourrait rassurer un acheteur. Donc c'est un point qui est très important, allez en mairie et allez d'ailleurs en mairie pour vous renseigner tout simplement sur les documents à obtenir et à demander au départ de votre projet. Merci beaucoup, Maître vous en prie. Aymonet, pour tous ces conseils. Vous avez déjà, les uns les autres, fait des extensions, des choses comme ça. Vous avez été En tout cas, je confrontés à- viens d'apprendre pour la conformité. Effectivement, non, je ne savais pas ça. Et puis, ça fait quand même un peu 10 ans qu'en ce qui concerne. Allez, là, il y va construit. être temps. Donc, va falloir merci le pour faire. ce bon conseil. Voilà, vous voyez, ça nous aura servi à tous. Je reviens vers vous, Simon. On va parler d'une initiative étonnante que vous menez depuis plusieurs années. Vous en êtes le concepteur. Ça s'appelle le musée recopié. Alors déjà, c'est un nom qui est un peu mystérieux. Expliquez-nous exactement, on l'a évoqué rapidement, mais en quoi ça consiste cette idée ? Alors ça consiste en fait à inviter une centaine de personnes le temps d'une journée à recopier l'entièreté d'un musée.
C'est incroyable, ça c'est un sacré défi quand même. Effectivement, c'est un défi, mais du coup, c'est un défi collectif. Donc, quand je dis recopier, c'est recopier à la main. Et donc s'installer avec son chevalet devant l'étoile, comme ça. Alors, pas forcément avec un chevalet, puisqu'il y a un format qui est le même pour tout le monde, qui est un format raisin. On fournit des planches à dessin. Et le but, effectivement, c'est de remplir ce pari un peu fou, de recopier l'intégralité d'un musée, quelque part, pour le faire voyager. L'intérêt, c'est aussi, pour les copistes qui participent, c'est effectivement de vivre une expérience esthétique complètement différente de celle qu'on a l'habitude de vivre en tant que visiteur. Mais c'est aussi l'occasion pour les visiteurs qui assistent à cette performance de redécouvrir les œuvres également. C'est une très très belle initiative. Alors vous avez démarré ça en 2016, en janvier 2016. Et justement, l'une de nos équipes avait suivi l'initiative. C'est Maïlène Villaverde et Christophe Rousseau qui s'étaient rendus au musée et qui avaient joué au faussaire également. C'est un public un peu particulier qui s'est emparé du musée des Beaux-Arts. Un public pas juste venu contempler les œuvres, non. Ce groupe totalement hétéroclite est là pour relever un pari un peu fou. Copier tous ensemble et en toute liberté la totalité des œuvres du musée. Une initiative inédite et enthousiasmante. J'aime bien le côté participatif, le côté échange des dessins et tout. Je trouvais que c'était un peu expérimental et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est très très bien. D'une part, on a l'impression de s'approprier une œuvre ancienne et puis de la retravailler versus notre style ou notre façon notre ressenti, notre envie, notre rapidité. Car ici, aucune contrainte, la seule règle qui vaille, se laisser aller, prendre du plaisir et le partager. On a cherché le tableau et on a trouvé celui-là qui nous plaisait. On a trouvé ça super comme expérience, de pouvoir recopier, faire ça en famille. Donc voilà. À l'origine de cet événement, un collectif d'artistes rennais qui souhaitait inviter les habitants à porter un regard nouveau et à se réapproprier les œuvres de la communauté. Quand on copie, on comprend différemment les choses. On ne passe pas, comme dans un musée, juste 30 secondes à regarder une œuvre. Là, on reste peut-être 1 heure, 2 heures sur l'œuvre. Et du coup, on retraverse le processus de création de l'œuvre. On retraverse le processus de création de l'œuvre. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On s'immerge dans un musée. Et ça, vous tenez beaucoup à ça, justement. À ce que ce ne soit pas des temples, les musées. Ah oui, complètement. En fait, on a tenté cette première expérience au Musée des Beaux-Arts de Rennes, justement, en 2016. Et ce qui s'est passé était assez imprévisible, c'est que le musée redevenait vivant, c'est-à-dire qu'il se réinventait en direct. Et effectivement, il y avait quelque chose de très étrange, c'est que le musée devenait bruyant. On a l'habitude effectivement, mais oui, complètement. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, quand on visite les musées, de le visiter en silence. Pas comme ça. Voilà, souvent on s'autorise pas à parler à son voisin. Et là, avoir une feuille à dessin dans la main, ça permet des choses, ça permet des échanges entre les gens et ça permet un rapport complètement différent aux œuvres et au musée en tant qu'institution. Alors vous lancez une nouvelle expérience, on peut presque appeler ça comme ça, une performance en tout cas, en ce printemps, au mois de mai et juin en Bretagne. Vous allez étendre carrément le concept à d'autres musées bretons. Voilà, exactement. Suite à effectivement cette performance au Musée des Beaux-Arts de Rennes, on s'est dit que voilà, pour prolonger ce geste, on pouvait imaginer une chose qui était de mener cette performance dans plusieurs musées. Et là, effectivement, entre le 12 mai et le 16 juin, il y a 5 musées bretons qui accueillent l'expérience. Vous pouvez les nommer, hein. Oui, on peut les nommer. Ouais. Donc on commence à Quimper, ouais. Ensuite on va à Pont-Aven, ensuite à Vannes, à Rennes et à Brest. Voilà. Alors, les dates s'affichent voilà, sur notre écran. Comment peut-on s'inscrire? Dites-nous tout. Alors c'est assez simple, il y a un formulaire d'inscription qui est sur Internet, à la fois sur le site des musées participants, qu'on a cité tout à l'heure, et également sur le site de l'association Bretagne Musée, qui regroupe justement la totalité de ces musées. D'accord, donc bretagnemusée.bzh, il y a un formulaire à remplir. Est-ce qu'il y a des critères à remplir? Est-ce qu'il faut savoir dessiner? Quel âge il faut avoir? Dites-nous. Surtout pas, pas forcément. Surtout pas de critères. Non, l'idée, véritablement, c'est que ce soit ouvert à tous. Ouais. L'idée, c'est aussi que des gens qui ne se sentiraient pas forcément légitimes d'entrer dans un musée puissent le faire aussi, parce qu'il y a cet acte collectif qui est produit. Donc, on peut être artiste confirmé, mais on peut aussi ne pas savoir dessiner, parce que ce qui est beau aussi, c'est ce qui s'invente sur le moment, et comment se met en place une sorte de pédagogie informelle où ceux qui savent davantage dessiner transmettent à ceux qui savent moins.
Et donc, les critères, en fait, véritables, c'est la motivation. C'est la motivation de vouloir tenter cette expérience durant toute une journée. Mais pour avoir échangé avec des gens qui l'ont pratiqué, je crois que c'est assez réjouissant. Oui, j'ai bien l'impression, effectivement. L'objectif, c'est de créer un musée derrière quelque chose. Oui, alors en fait, l'objectif initial au Musée des Beaux-Arts de Rennes, c'était vraiment de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut faire voyager un musée ? C'est compliqué souvent de faire voyager des œuvres parce que ça répond à plein de problématiques de sécurité, tout ça. Et là, les copies, c'est beaucoup plus simple. Et effectivement, cette fois-ci, en fait, le but du jeu, c'est de créer ce qu'on a appelé le musée imaginaire du XXIe siècle. Pour raconter un peu la petite histoire, en fait, le musée imaginaire, c'est une notion qui vient d'André Malraux, qui a nommé ce terme dans les années 50, où il disait, voilà, à partir du moment où on a eu l'occasion de pouvoir créer des reproductions des œuvres de tous les musées de l'humanité, on a finalement accès chacun à toutes ces collections, et on a dans nos têtes quelque part un musée imaginaire qui est composé justement des œuvres qu'on a vues, ou en tout cas qu'on a pu voir par la photographie. Et finalement, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'aujourd'hui, ce musée imaginaire de Malraux, il était presque périmé dans le sens où l'usage de la photographie, dans les musées, il est de plus en plus problématique, où finalement les gens photographient beaucoup les œuvres au lieu de les regarder. Ouais. C'est vrai pour les concerts, c'est pareil, on les filme au lieu de les écouter quasiment. Enfin, voilà, il y a toujours ce médium du portable, de l'appareil photo entre soi et l'œuvre qui, à mon sens, bouleverse complètement le rapport esthétique à une œuvre. D'où l'idée de se dire que peut-être que le musée imaginaire du XXIe siècle, il n'est pas justement constitué de toutes ces photographies des œuvres, mais constitué des copies de toutes les œuvres de tous les musées du monde. Donc ça, c'est un appel à tous les autres musées. Donc constitué des copies faites par les visiteurs eux-mêmes, quoi. Donc voilà, c'est un point de départ en Bretagne, sachant que voilà, on a. Vous allez essaimer encore un petit peu partout. Espérons, jusqu'à constituer ce musée, donc qui va se constituer très physiquement par l'ensemble de ses copies, donc qui va être présenté également dans chaque musée participant le temps de la performance, mais également au musée de Bretagne en septembre. Du 15 au 30 septembre. Voilà, c'est ça. Et puis, est-ce qu'on pourra aussi aller voir ça sur Internet ? Il y aura peut-être une exposition virtuelle ? Oui, effectivement. L'idée, c'est qu'on puisse stocker toutes ces copies sur un site qui est un Tumblr, qui est un site justement contributif. Voilà. Et alors non, ça c'est le site de Bretagne Musée, mais il y aura un relais. Et sur ce site, on peut poster une copie, qu'on participe à l'expérience durant le mois de mai ou juin, ou à un autre moment ailleurs dans le monde. Eh bien, écoutez, vous nous avez donné bien envie. Je voyais Erwan qui réagissait beaucoup. Ça vous plaît, cette idée-là, Erwan ? Oui, puis surtout, c'est des démarches qui sont très en vogue dans le secteur culturel, où il s'agit vraiment de sortir de l'idée préconçue du musée très 19e siècle, et où on en est arrivé à une situation où ça fait quasiment peur. Certaines personnes ne se sentent pas assez légitimes pour y aller. On retrouve exactement la même chose dans le monde des archives, et avec les programmes d'indexation collaborative sur Internet. Je pense notamment au défi Un jour un poilu, qui était lancé par mon ami rennais Jean-Michel Gillot. Eh bien, on a cette démarche-là, et c'est vrai que le numérique est un outil absolument génial pour faire sauter les cloisons et pour ramener cette notion de patrimoine, finalement. C'est le bien commun, le patrimoine. Mais du fait du poids des institutions, eh bien, ça avait tendance à aller de manière un petit peu contracyclique, et là, ça fait tout sauter, c'est extrêmement stimulant. Faire tout sauter, sortir des murs, eh bien, c'est aussi ce qu'on va faire avec Adélaïde Castier qui nous a rejoints. On embarque sur les eaux avec vous. Vous êtes la responsable éditoriale du magazine des gens de mer, le magazine Littoral, et dimanche prochain, vous nous proposez notamment d'embarquer à bord de l'Energy Observer. Alors dites-nous tout, c'est un bateau malouin, c'est ça ? Oui, c'est ça, Laurence. Alors c'est vrai que ces dernières années, les bateaux écolos, les projets de bateaux écolos fleurissent sur la côte atlantique. On ne va pas s'en plaindre, évidemment. L'Energy Observer, c'est un bateau propulsé uniquement avec des énergies renouvelables telles que le soleil et de l'hydrogène. Mais bien au-delà de tous ces aspects techniques, très intéressants évidemment en soi, ce qui a intéressé le réalisateur Fabrice Kerr, c'est de revenir à la genèse de ce projet et de s'attacher au personnage principal, Victorien Érussard. Alors Victorien Érussard, c'est qui ? C'est un malouin, un marin, un peu un ovni dans le milieu. Il a un peu cumulé les titres de champion en voile. Il était très très prometteur en course au large, mais il s'est dit non, moi là, stop, moi j'ai envie de vraiment m'intéresser
intéressé à ce type de bateau, créer un projet. Alors depuis 2013, il a remonté les manches. Il s'est mobilisé durant 4 ans avec des labos de conception, avec des chantiers, jusqu'à la mise à l'eau du navire. Et c'était il y a 1 an exactement. Là, on va sentir, vous allez le voir dans cet extrait, toute l'émotion d'un petit homme qui vit en parallèle 2 choses extraordinaires, 2 grands événements. Regardez cet extrait. C'est un matin d'avril. 5 ans auparavant, Victorien Erussard a eu une idée. Recycler un navire d'hier pour mixer les énergies de demain. Des années de gestation durant lesquelles il a su s'entourer. Jérôme Delafosse, un explorateur reconnu comme coéquipier. Nicolas Hulot, un parrain célèbre pour son engagement. J'ai bien connu. Là, ce bateau, il peut aller en Antarctique, il n'émettra pas 1 tonne de CO2. Voilà. Donc c'est un impact positif. Et donc oui, j'aurais rêvé d'avoir un tel outil quand je faisais Ushuaïa. Bon, ça y est, il est à l'eau, ça fait 4 ans et demi. Ce 14 avril accouche donc d'un projet porteur d'espoir pour les générations futures. Et c'est même une double naissance pour Victorien. Cette nuit, j'ai passé un moment un peu compliqué. On s'est dit, mais non, c'est pas possible, ça va pas arriver. Ma femme était enceinte depuis 9 mois, enfin 8 mois et 20 jours. Et il a fallu que ça arrive en même temps. Et la synchronisation, c'est juste incroyable parce qu'il a voulu naître en même temps que cette mise à l'eau du bateau. C'est quand même symbolique tout ça. C'est incroyable. On a vu qu'il arrivait vraiment quand les flotteurs étaient à ça de l'eau. Donc on est en... Je ne sais pas comment il s'appelle. Ah, alors, vous ne savez pas comment s'appelle le petit. Bon, on l'a vu dans le reportage, le parrain de l'Energy Observer n'est autre que Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie. Et on apprend aussi que dans le documentaire que c'est un kitesurfer passionné. Ouais, c'est pas mal quand même, Nicolas Hulot comme parrain. Alors, ça s'est fait avant que Nicolas Hulot soit élu au gouvernement comme ministre, mais bon, quand même. Et effectivement, Nicolas Hulot est très attaché à ce projet. Il n'a pas hésité à mouiller le maillot, à ressortir la combi et la voile légère pour montrer ses talents de kitesurfer et faire une petite leçon à Victorien Erussard. C'est aussi à voir dans le documentaire. Regardez. En fait, c'est vraiment le truc qu'il faut vérifier, tu vois, parce que quand tu es au large et que tu as une ligne qui se barre, tu es vraiment en galère là. Ouais, il est bon, Nicolas, ça fait plusieurs années qu'il en fait. Lui, il est complètement accro. Donc voilà, je lui ai donné des petits cours de kata de sport. Là, il va me donner des petits cours de kite. Non, t'as pas besoin de soulever, tu passes par l'extérieur. Non, ouais, tu peux commencer par celle-là si tu veux. Voilà. Ça c'est l'intérieur. Ouais. Les chemins de Victorien et Nicolas se croisent souvent depuis une dizaine d'années. Alors, après le costume de parrain d'Energy Observer, Nicolas Hulot endosse celui de professeur. Moi j'aime les gens qui font des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Voilà. Et c'est ce que j'aime chez Victorien. Il la ramène pas et puis il va au bout de ses idées. Parce que alors, des gens qui viennent me voir avec des projets dont je vois jamais le premier aboutissement, j'en vois plein. Lui, il vient, bon, vous dites, la vache, c'est pas gagné. Puis en fait, vous le revoyez 6 mois après, il a déjà fait la moitié du chemin. Nicolas fait du kite. Passionné, alors vous confirmez, Maître Emonet? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Apparemment, il est très très passionné par le kitesurf. Donc, et il a une résidence secondaire dans le département, oui. Donc c'est un local. Oui, c'est un local mordu, visiblement. Ça se confirme. Tout à fait. Pour conclure, Adélaïde, dimanche aussi, le Littoral propose une belle interview du marin Yvan Bourgnon, que nous avons reçu déjà sur ce plateau. C'est ça, une très très belle rencontre avec Yvan Bourgnon, je vous le rappelle, qui a fait donc ce passage du Cap du Nord-Ouest, donc très difficile, le premier à l'avoir effectué sur un voilier non habitable. Et puis il est très très touchant dans cette interview réalisée chez lui avec sa compagne, donc à ses côtés. Et puis il a également montré les plans de son projet de bateau mangeur de plastique. Je pense qu'il vous en avait parlé. Oui. Donc tout ça est à voir dans Littoral dimanche à 12h55. Vraiment, c'est une très très belle émission. Je vous encourage à la regarder. Un dernier petit mot si j'ai le temps. Justement, le film de Yvan Bourgnon, En équilibre, passe demain soir pour les Rennais en équilibre, donc à voir au TNB
à partir de 20h. Merci. Et puis littoral, donc à 12h55 Eh bien, dimanche. bien sûr, dimanche, on n'oublie pas. Merci beaucoup Adélaïde. On reste dans le soleil chez nous, sur ce plateau. On fait un petit coucou d'ailleurs à Mamie Yvonne qui nous dit vos sourires remplacent un petit peu le soleil ce matin dans les Côtes d'Armor. Ça fait plaisir. Voilà, on est à la moitié de cette émission. Je vais tout de suite rejoindre Catherine Bossard qui va nous faire un petit débriefing à mi-chemin. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Catherine, jusqu'ici? Dites-nous tout. C'est l'art, c'est le monde de l'art, c'est le fait l'art. de recopier les œuvres qui sont sous nos yeux. En fait, c'est ça, c'est très joli. J'ai commencé par du simple. Moi, je n'ai aucune capacité, vous allez voir, mais par un... Oh, j'ai fait des traces. Un 9h50 recopié par le logo de l'émission. Voilà, C'est pas mal, pas mal. Ça manque de couleur par contre. Oui, Alors là, c'est il va vrai. falloir un peu. Mais la couleur, je l'ai eue quand j'ai pensé, c'est qui notre Mona Lisa sur le plateau? Et c'est vous, Laurence. Vous allez voir, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Je pense que vous allez m'en Oh là, vouloir. attention, allez-y. C'est vraiment Allez-y. dégueulasse. Ah ouais, Mais, d'accord. voilà, c'est vous. Ça ne vous rend pas justice, Laurence, mais on voit votre sourire qui ressort surtout c'est avant tout. sympa. Et j'ai décidé de centrer l'œuvre autour de votre sourire, Laurence. D'accord. Vous êtes Merci. heureuse? Oui. Je vous bah le donnerai, oui, je vais le forcément. signer, puis je vous le donner. D'accord, Vous le mettrez dans non votre mais ça bureau. vaudra peut-être très très cher un de ces jours, on ne sait jamais. Merci beaucoup Catherine. Allez, on retrouvera tout à l'heure l'historien Juan Le Gall pour notre séquence d'archives. Ina et puis Julien Garin qui nous rejoindra dans quelques instants, bénévole à l'association Bretagne Vivante, pour mieux nous faire connaître cet oiseau, le coucou. Hein? Bah voilà, ça vous inspire ça? Oui, oui, je sais que ça va déjà vous inspirer. Allez, c'est l'heure également de vous annoncer les titres de l'actualité ce midi dans le journal présenté par Éric Pinault. Allez, vous le faites avec moi. Il sera question de l'université de Rennes 2 où les examens à venir sont perturbés. Et puis également de start-up qui viennent au secours de qui? D'EDF. D'EDF, voilà. Et de l'écomusée d'Ouessant, rénové suite à l'incendie malheureusement de juillet dernier. Bon, il est l'heure de parler de la SAF Défense à nouveau, Oui, de j'ai hâte retrouver de notre voir ami ça. Billy. Moi, j'ai hâte de voir ça. Alors, avant ça, d'ailleurs, j'ai un petit mot à dire parce que sur la page Facebook, eh bien, Yves Ridé nous dit un petit bonjour de Saint-Malo. Il nous dit à la Jeanne d'Arc, nous avons créé une section SAF Défense réservée uniquement aux femmes en 2013 à partir de 16 ans. Et puis, il y a également une section Urban Self Défense et Krav Maga qui, celle-ci, est mixte. On dit un petit coucou à Yves. Et puis, on retrouve Billy. Billy, vous n'êtes pas par terre là, pas tout de suite. De retour ici à Défense Tactique et nous avons maintenant notre ami Fabien qui est là. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors on va se mettre dans une situation du quotidien. Quelle est cette situation, Fred? Raconte-nous. Alors, tu vas être dans la rue tout simplement et tu as croisé le regard de quelqu'un ou tu as soutenu le regard sur sa petite amie, d'accord? Ce qui va créer un sentiment de jalousie chez Fabien qui va venir te voir pour en découdre un petit peu puisqu'il n'a pas apprécié que tu regardes sa copine. Ça marche. Donc ça peut arriver tous les jours. Ça peut arriver tous les jours. Ok. Donc je suis un peu comme ça, Laurence, quand même, hein, je vous le dis. Hein, parce qu'il est impressionnant, le bébé. C'est bon les gars? Allez, action, on y va. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu crois que je t'ai pas vu? Tu crois que je t'ai pas vu être en train de mettre ma copine? Ben non, je sais pas. Enfin. Tu sais pas quoi? Tu sais pas quoi? J'ai bien vu la regarder là. Elle te plaît, c'est ça? Non, pas du tout. Non, Elle non. te plaît pas en plus? Non. Tu es moche? Non. Tu crois quoi là? Oh, je te parle? Bah oui, non, mais. Ouais, non, non, bah quoi? c'est- Ouais, quoi? Je suis Si je désolé. te reprends à la regarder encore une fois, je te défonce sa tronche. T'as compris? Ok. Oh, je te parle. T'as Ok, compris? Ça marche. Ok, top, c'est good, c'est good. Vous avez vu, j'y mets du mien hein, quand même là. Hein. Donc là, je me suis senti complètement impuissant. Je sais pas quoi faire quoi. Alors raconte-nous, dis-nous ce qu'il faut faire. Alors, on va essayer de remédier à ça. Déjà, la première chose, c'est la posture. D'accord. On va éviter d'avoir les pieds parallèles. On va se mettre dans une garde bien ancrée au sol. Une garde de combat, hein, grosso modo. À la différence, Vas-y, hop, montre-nous. excuse-moi, Ouais, Billy. pardon. C'est qu'au lieu d'avoir les pieds parallèles, tu vas être dans cette position-là. Et surtout, tu vas venir monter tes mains en signe d'apaisement et protéger ta tête. D'accord. C'est la règle numéro 1 parce qu'il est très, très près. Tu vois, tu as pris une gifle. On peut pas, à cette distance-là, on ne peut pas la parer. D'accord. D'où l'intérêt de monter les mains pour l'éventualité de se protéger. Ok, D'accord. ça marche. Ça va être la première chose. La seconde chose, ce qu'on va mettre en place, ça va être une écoute active. Je dois comprendre pourquoi il est énervé. Ok. Une fois que j'ai compris, je vais la reformuler de manière à obtenir un oui psychologique et essayer de trouver une solution gagnant-gagnant, quitte à mettre mon ego de côté s'il le faut. Ok, ça marche. Ok. Bon, bah montrez-nous un peu plus en action. Allez, c'est parti. T'es prêt, Fabien? On y va. Oh, Oui, bonjour. tu fais quoi là? Bonjour. Tu crois que je t'ai pas vu en train de regarder ma copine? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? T'es en train de mettre ma copine là? Je suis pas Votre aveugle. petite amie, c'est celle qui est là-bas? Ouais, celle qui est là, ouais. D'accord. Vous Celle que tu pensez m'as dit que tout à je la l'heure. regardais, c'est ça? Ouais. Ah, je suis désolé, monsieur. Écoutez, j'étais dans mon travail et comme j'étais dans mes pensées, j'étais Ouais. en train de fixer au loin, mais je me serais jamais permis de regarder votre petite amie, monsieur. Sachez-le. Voilà. Tu te fous de ma gueule là ou quoi? Non, pas du tout, pas du tout. Ouais. J'ai vraiment des soucis de travail et puis ben, j'étais dans mes pensées, tout simplement. Je pense qu'on va en rester là, ça serait Ouais, dommage. casse-toi. Ok, très bien. Bonne journée. Bon, alors voyez Laurence,
On se met en protection, première chose, on met les mains comme ça. Ça évite déjà, ça met une distance. Effectivement, je me suis pris une claque, mais ça peut arriver au quotidien. Donc en mettant les mains comme ça, ou comme ça, a priori, d'après ce que j'ai vu, on peut se mettre en protection et puis on négocie, on parle, on a une écoute positive, c'est ça? Une écoute active. Une écoute active. Ok, bon bah écoutez, maintenant on se retrouve tout à l'heure pour une autre activité et une autre mise en situation. J'espère pas me prendre de coups de poing non plus. Allez, à tout à l'heure les filles. Merci Billy, on va négocier pour vous une prime de risque. Commentaire sur ce plateau majoritaire, c'était « il va s'en prendre une ». Oui, là. Est-ce que vous avez des réactions les uns les autres? Ce sont des conseils que vous connaissiez? Non, pas du tout. Moi, j'étais dans mes pensées et je n'ai rien à voir avec votre émission. Très bien, parfait. Et Julien, vous connaissiez tous ces conseils? Non, pareil, je ne suis pas dans le débat. Personne ne veut d'ennui ici. Voilà, en gros, c'est ça. Je fuis. Vous fuyez, bon d'accord. Et Simon, non, vous essayez de négocier Moi, j'essaye de ne pas me retrouver dans cette situation-là et donc de ne pas regarder la copine en question. C'est une bonne idée, effectivement. Ou alors vous donnez un crayon, une feuille de papier, hop, tiens, voilà, fais un beau tableau, s'il te plaît. Faut voir, ça peut peut-être marcher. Allez, on poursuit cette émission. Erwan Le Gall avec vous. On va remonter le temps et décrypter l'histoire. Ça sera beaucoup plus calme comme séquence, grâce à une archive de la télévision régionale. En même temps, on va parler quand même d'un sujet pas très simple, la torture. Donc on reste dans quelque chose quand même d'un petit peu violent. La transition voilà. compliquée. Ouais. C'est pas de la torture dont il s'agit, mais du refus de la torture à partir d'une archive qui nous est présentée par nos amis de l'INA, qui date de 1972, une époque où, qui est quand même pas si lointaine, mais qui l'est en même temps énormément, puisqu'on parlait de livres à la télévision, ce qui devient de plus en plus rare. Voilà, je pense qu'on va voir ça. Allez, on va regarder tout de suite cette archive INA de 1972. Le général de Bollardière a fait paraître un livre intitulé « Bataille d'Alger, bataille de l'homme », à propos duquel certains critiques ont pu parler d'un anti-Massu. Encore que ce soit là, restreindre la portée du livre et, semble-t-il, solliciter les intentions du général. Nous l'avons rencontré en Bretagne, chez lui, en civil, entouré d'une nombreuse jeunesse, dont ses propres enfants. Il a démissionné de l'armée après une brillante carrière, et cette décision, sur laquelle il s'explique dans son livre, ajouta 60 jours de forteresse aux plus hautes distinctions qu'il avait obtenues sur les champs de bataille. Je ne regrette pas d'avoir quitté l'armée. Je l'ai fait au fond d'une manière toute naturelle. Il arrive parfois que certaines choses vous deviennent intolérables, comme si l'on atteignait une sorte de point de saturation. Alors tout à coup, on refuse. On refuse tout simplement, c'est un geste humain. Alors, qu'a refusé ce général de Bollardière? Dites-nous tout. Alors donc, il a refusé l'emploi de la torture en Algérie. Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, en 1972, et le général Jacques Paris de Bollardière, pour prendre son état civil complet, vient de publier un ouvrage qui s'appelle « Bataille d'Alger, bataille de l'homme » et qui revient sur son propre parcours donc pendant ce conflit, mais aussi, et peut-être même surtout, sur tout un ensemble de valeurs qu'il entend mettre en exergue, les droits de l'homme et le pacifisme de manière plus générale, pour faire simple. Et il revient notamment sur les conditions, sur les raisons qui l'ont conduit à démissionner de l'armée en 1957 pour protester contre l'emploi de la torture pendant une guerre qui, je rappelle, n'en est encore pas officiellement une, puisqu'on parle encore très pudiquement d'événements, je mets bien évidemment des guillemets. On est donc tout à fait, donc 15 ans après, dans l'illustration d'un passé qui ne passe pas, pour reprendre une formule célèbre. Alors pourquoi ce départ de l'armée a autant de retentissement? Parce que Jacques de Bollardière n'est pas n'importe qui. C'est le plus jeune général de l'armée française en 1957. Et surtout, c'est pas Il a quel âge? Bonne question. Là, vous me le prenez en défaut. Je n'ai pas l'âge très jeune, quoi. Il est très jeune, il est Saint-Cyrien, il a tout ce qu'il faut, c'est un cursus honorum parfait. Et surtout, c'est pas la première fois de sa vie qu'il dit non. En juin 1940, il s'embarque à Paimpol pour l'Angleterre. Il rallie la France libre, le général de Gaulle. Il va participer à tous les combats de la première division française libre. Il va même être nommé compagnon de la libération. Donc il y a une véritable autorité morale qui s'exprime là. Et dans son propos, mettre en parallèle son expérience de résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, où il lutte pour les droits de l'homme contre les nazis, et ce qui se passe en Algérie en 1957, eh bien, on comprend tout de suite que ça plonge, ça met le doigt sur un certain nombre de contradictions, et c'est là où je voulais en venir, parce qu'on est en 1957, et finalement, on a déjà, là, en germe, eh bien,
la crise qui éclatera en 1958. On parle beaucoup du 50e anniversaire de mai 1968 cette année, mais on est aussi dans le 60e anniversaire de mai 1958, du retour au pouvoir du général de Gaulle et de l'avènement de la Ve République. Alors en 1972, qui n'est donc pas une époque si lointaine, quel écho à la voix de cet officier ? Un écho relativement important. On est 10 ans après 1962, donc le cessez-le-feu du 19 mars, les accords d'Évian, l'indépendance de la guerre d'Algérie, tout cela est extrêmement frais et son attitude, son propos évidemment trouble parmi les rangs de ce qu'on a pu appeler les nostalgérianistes, les nostalgiques de l'Algérie française. Et c'est une problématique qu'on connaît toujours quand on voit les débats sur le rôle positif, je mets les guillemets, de la colonisation. Mais plus globalement, la voix de cet officier supérieur, le général Paris de Bollardière, elle est extrêmement intéressante puisque quand il va sortir de l'armée, c'est le début d'une trajectoire intellectuelle qui est très originale si on veut bien se rappeler que c'est un Saint-Cyrien aristocrate. On va le retrouver à militer contre le nucléaire, à militer sur le Larzac, pas du côté des CRS, de l'autre côté. Ouais, il est vraiment étonnant. On va le retrouver à Plogoff aussi. Et, il est de tous les combats. Il est de tous les combats, mais pas forcément dans le camp où spontanément on l'attendrait. Ouais. Et moi, je trouve que c'est une figure qui est extrêmement attachante, extrêmement intéressante, et de surcroît qui nous permet d'avoir une vision un petit peu plus nuancée sur le corps des officiers qu'on a toujours tendance à mettre tous dans le même sac. Non, un groupe socio-professionnel comme un autre, et ça nécessite de la nuance. Merci beaucoup, Erwan. Et vous savez quoi ? Magie de Facebook, on a l'âge du général de Bollardière en 1957, c'est merveilleux. Merci à Yves Ridé qui nous dit, j'ai vérifié, il avait 50 ans en 1957. Voilà, donc effectivement, jeune pour un général. Merci Yves, merci beaucoup. Merci. C'est jeune effectivement pour un général, en effet. Merci pour cet éclairage historique, merci beaucoup. On va maintenant parler du coucou. Eh bien oui, le retour de cet oiseau, puisque c'est le printemps. Julien, vous êtes ornithologue, amateur et bénévole pour l'association Bretagne Vivante. Vous nous parlez ce matin de cet oiseau qui est surtout connu pour son chant, mais finalement on ne sait pas grand-chose d'autre sur lui, alors qu'il est très intéressant. Et oui, le coucou gris, c'est une espèce que tout le monde connaît, mais pas si bien que ça en fait. Déjà, c'est un très grand migrateur. Le coucou gris va passer l'hiver en Afrique équatoriale jusqu'en Afrique du Sud, et effectivement... pour les tout premiers, dès la mi-mars et en ce moment, dans les premiers jours d'avril, tous les coucous gris vont réinvestir l'Europe jusqu'en Eurasie d'ailleurs. Alors c'est un oiseau de taille moyenne, on l'a en photo derrière, il fait à peu près la taille d'une tourterelle, environ 30 cm de long, 60 cm d'envergure et 120-125 grammes en moyenne. Et c'est un insectivore, comme on peut le voir à son bec effilé. Et lui, sa passion, c'est les chenilles, mais surtout les chenilles très poilues et très urticantes que personne d'autre ne mange. Lui, c'est son péché mignon. Mais il a bien raison, comme ça au moins il est tout seul, il est tranquille. Alors c'est un oiseau qui a un comportement assez particulier, pas très sympathique en fait. Il squatte le nid des autres, c'est incroyable, mais ça n'a pas toujours été le cas. Oui, c'est une évolution très récente en fait chez l'espèce. Il y a quelques millions d'années seulement, le coucou, il se comportait comme la plupart des oiseaux. Il construisait un nid et il pondait ses œufs. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on peut parfois, c'est assez rare, mais on peut observer un mâle qui trimballe dans son bec de la mousse, des brindilles, comme s'il avait construit un nid, mais en fait, il ne le construira jamais. Ce sont des restes de cet ancien comportement plus classique. Ah, vous savez, il ne demande pas de permis de construire. Non. Très modeste, ça ne va pas vous plaire, ça. La mairie, il ne connaît pas. Alors là, c'est rare comme oiseau, le coucou. Ah non, c'est un nicheur très commun dans toute l'Eurasie. En Bretagne, il niche pratiquement partout, y compris sur les îles. Étonnant. Alors, comment fait la femelle ? Puisque du coup, elle s'est accouplée avec plusieurs mâles, elle va pondre ses œufs dans le nid d'autres oiseaux. C'est c'est ça. Alors, en fait, compliqué à gérer, ça. Oui, elle va parasiter en fait la nidification d'une 50aine d'espèces de petits passereaux insectivores comme elle. Comment elle va procéder ? Elle va surveiller. Alors si on prend un exemple très connu aussi, le rouge-gorge qui est très souvent victime entre guillemets de la femelle du coucou. Elle va surveiller les allées et venues du couple, et une fois que la femelle rouge-gorge va avoir pondu ses œufs, elle va avoir besoin de reprendre des forces, donc elle va abandonner son nid souvent quelques minutes seulement, mais ce laps de temps il va suffire à la femelle de coucou pour aller sur le nid, y déposer son œuf. Elle va le pondre en quelques secondes, alors que généralement ça prend plusieurs minutes un oiseau de pondre son œuf. Son œuf il est extrêmement petit par rapport à la taille du coucou. Elle est très productive aussi, elle en pond généralement 10-12 mais jusqu'à 25, et elle va alors cet œuf il imite aussi dans une grande majorité des cas les motifs des œufs du rouge-gorge, si on continue sur cet exemple, et surtout la femelle de coucou elle va prélever
un œuf de rouge-gorge avant de pondre le sien et l'éjecter hors du nid. Alors vous allez me dire, les rouges-gorges... Pas du tout sympa, ça. Ah non, mais les roses, ils sont bons en maths. Et ce n'est qu'un début. Alors non, certains grands oiseaux, comme les perroquets, les corvidés, savent compter, mais pas les rouges-gorges. Alors pourquoi elle fait ça? En fait, les oiseaux, ils ont une image mentale de leur niché. Un peu comme nous. Expliquez-nous, parce que c'est passionnant, franchement. Quand nous, on lance un dé sur une table pour jouer, on n'a pas besoin de compter les 5 points sur le dé pour savoir qu'on a fait un 5. C'est ça. Et bien, les oiseaux, ils ont cette espèce d'image mentale de leur niché. Et un œuf supplémentaire, la femelle de rouge-gorge, elle pourrait trouver ça suspect et décider d'abandonner son nid. Donc la femelle de coucou se prémunit de ça en sortant d'abord un œuf du rouge-gorge pour mettre le sien à la place. Incroyable. Oh, c'est que le début. C'est que le début. Alors justement, qu'est-ce que vous allez encore nous apprendre? C'est pas la seule astuce que le coucou a trouvée pour sortir du lot, pour se faire remarquer. Alors le temps d'incubation des œufs chez un oiseau, il est généralement proportionnel à la taille. Un coucou, c'est presque 3 fois plus gros qu'un rouge-gorge, et pourtant le temps d'incubation d'un œuf de coucou, il n'est que de 12 jours. Or, chez le rouge-gorge, c'est 13 à 14 jours. Donc si la femelle coucou a bien calculé son coucou, eh bien, elle va pondre son œuf juste après le dernier œuf du rouge-gorge, et en fait, l'oisillon de coucou, ça va être le premier à naître. Et alors, on va rentrer dans l'extrêmement étrange, c'est que le jeune coucou, il a un comportement très bizarre quand il vient d'éclore. Il pèse 2,5 grammes et il ne supporte pas le contact avec d'autres objets. On suppose même que ça engendre chez lui des douleurs assez vives qui l'obligent à expulser tout ce qui se trouve à côté de lui. Alors il va donc se mettre en besogne et il va charger sur son dos, comme un sac à dos, les œufs du rouge-gorge. Il a même une petite cuvette entre ses 2 moignons d'ailes minuscules prévus à cet effet. Et avec ses œufs, un à un, sur son dos, il va les éjecter en se redressant, en les faisant tous passer par-dessus bord. Il élimine la concurrence et très très vite, il se retrouve tout seul dans le nid des rouges-gorges, qui ne vont pas pouvoir s'empêcher. En fait, les petits passereaux, à partir du moment où il y a eu un poussin éclos dans un nid, ils sont programmés génétiquement pour enfourner dans les becs ouverts de la nourriture, des insectes, des insectes, des insectes. Or, le coucou, il a un très grand bec, très coloré, et il pousse des cris très stridents. Donc, il va surmotiver les parents, et pendant 3 semaines, en fait, il va consommer ce qu'aurait consommé une nichée de rouge-gorge tout entière. Cette espèce d'ogre miniature, en fait, il va grossir très très vite. Au bout de 10 jours, il fait largement la taille d'un rouge-gorge adulte. Au bout de 15 jours, il fait le double d'un rouge-gorge adulte. Et à 3 semaines, il est prêt à s'envoler du nid. Il est tellement gros que les parents rouge-gorge sont parfois obligés de se poser sur sa tête pour enfourner les chenilles et autres mouches et larves dans son bec. À ce stade-là, il va quitter le nid, qu'il a déjà de toute façon en partie, voire complètement détruit par sa taille. Et pendant 15 jours, il va continuer à traîner aux environs du nid parental. Et il va continuer à être nourri tellement il crie, tellement il ouvre le bec fort. Il va continuer à stimuler comme ça les parents rouge-gorge qui vont continuer à le nourrir pendant encore 15 jours. Dites donc. Il fait de la self-défense ou... Non, ça c'est une stratégie évolutive très très étrange. Mais pas unique dans le monde des oiseaux. Merci beaucoup, Julien. Vous avez un petit mot de conclusion peut-être si vous... Oui, donc on suppose que les femelles de coucou, pour s'adapter aussi bien aux rouges-gorges, si on continue sur cet exemple-là, vont parasiter préférentiellement les rouges-gorges. Et il y a également un autre coucou qu'on ne connaît pas très bien, même pas du tout en Bretagne. C'est le coucou-gel, lui. Il est plutôt sur le pourtour méditerranéen. Il ne squatte que les nids de pie, lui, mais il est plus cool. On le voit à l'écran, là, c'est un très très bel oiseau. Lui, il n'éjecte pas ses futurs frères et sœurs. Il se contente de squatter la nichée. Et il arrive qu'on ait une apparition de coucou-jet en Bretagne, mais c'est très rare, une dizaine de mentions depuis le milieu du XXe siècle. La dernière fois, c'était en avril 2016 du côté de Guidel. Merci infiniment. Écoutez, vous nous avez drôlement envie d'adopter un coucou, en tout cas. Ils n'ont pas l'air super sympas, mais bon, quand même. C'est une stratégie évolutive qui fonctionne puisque le coucou est un oiseau vraiment commun, très commun. Ok, allez, on va retrouver Billy à la salle de défense. On va voir s'il tient le coup. Billy, vous en êtes où ? Voilà Laurence, alors nous sommes de retour avec notre ami Fred qui nous a donné des bons petits conseils tout à l'heure pour gérer la situation face à un agresseur. Maintenant, on va voir quelques petites méthodes pour gérer la situation face à un prédateur. Alors, explique-nous quelle est la différence, Fred. Alors en fait, un agresseur, c'est quelqu'un comme vous et moi qui va réagir par un sentiment d'injustice en fait. C'est la partie du cerveau limbique. L'avantage qu'on a avec un agresseur, c'est qu'on peut le raisonner, on peut désescalader cette situation en trouvant les bons mots pour éviter les pires mots. Tout le monde peut être agresseur en fait. Toi, comme moi, il suffit d'une mauvaise journée et puis hop, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le prédateur, c'est un petit peu différent. On n'est plus du tout dans la partie limbique, on est dans la partie du cerveau, le néocortex, donc la stratégie. Il faut savoir que le prédateur, il chasse, tout simplement, comme dans le règne animal. Il va repérer sa proie et puis il va lui tomber dessus, tout simplement. Ok.
Bon, on va se mettre une petite mise en situation, c'est ça? C'est ça, Billy. Ok, alors Fabien qui est derrière, qui voyait les couilles, les portes, il n'y a pas de souci. Donc là, il va me faire le prédateur. Donc moi, je suis dans la Exactement. rue et je marche, c'est ça? Voilà, Billy, c'est Ok. à toi. Donc je suis là, je me balade, on est bien, on est ce matin, il fait beau, nous sommes en S'il vous Bretagne. plaît, excusez-moi, monsieur. Oui. Excusez-moi, je suis en retard. Vous pouvez venir là, s'il vous plaît? Oui, il est... Oh! Ok. Donc j'ai pris un bon petit coup là quand même, hein. Mais dans la rue c'est comme ça, hein. Donc du coup on fait pas de comédie ici. C'est ça, On tout à vit fait. le vrai. Alors comment j'aurais mieux géré la situation puisque là effectivement je me suis fait complètement surprendre. Voilà. Explique-nous. L'idée, c'est que à partir du moment que tu as un doute, il n'y a pas de doute. C'est quelqu'un que tu ne connais pas, tu restes vigilant. Toujours D'accord. la même chose, la vigilance, la règle numéro 1. Ne te fiche pas au sol, reste Ok. mobile. D'accord. C'est comme une cible en fait. Plus tu es mobile, plus la cible est difficile à toucher. Ok. D'accord. Ça, c'est hyper Faut important. écouter son instinct quoi en gros. C'est la règle numéro 1. Là où il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ok. Bon alors maintenant montrez-nous les gars comment on aurait mieux fait de réagir à cette situation. Donc voilà, donc là on est dans la rue, il y a deux bons petits bébés là qui sont là et du coup ben, on y va, parles un donc petit ils peu plus remarchent loin. dans la même situation Laurence. Alors on est parti, allez-y les gars, montrez-nous. S'il vous plaît, monsieur. Oui, Excusez-moi. oui, Excusez-moi. bonjour. Oui. Excusez-moi, je suis désolé, je suis vraiment en retard. Vous Ouais. pouvez venir derrière, s'il vous plaît? Ah, mais j'ai pas l'heure. C'est vraiment pour mon service. Dégage. Ok, d'accord. Donc là, en fait, si j'ai bien compris, donc là, il est parti à 10 000 km dans la fuite. Comme tout à l'heure avec l'agresseur, on se protège avec son sac à dos. On vient comme ça se protéger ici. Hein, c'est ça, je disais aux gens. Donc du coup, on se protège avec le sac à dos, on frappe et puis surtout, on se barre, quoi. On fuit, voilà. Un élément aussi qui va avoir son importance, c'est que pendant cette gestion de mise en situation, tu vas devoir être capable de faire un portrait robot. Puisque tu vas fuir, mais surtout tu vas aussi observer pour aller porter plainte. D'accord, ça marche. Voilà. Bon, bah voilà ces petits conseils. J'espère que dans cette matinée, vous n'avez pas eu trop eu peur pour moi. Vous inquiétez pas, je suis assez costaud quand même. On a passé un bon moment. Vraiment, merci beaucoup, Fred. Et puis, bah voilà, faut juste écouter les petits préceptes qu'on avait ce matin. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao. Merci Billy. Allez, vous aurez votre prime de risque, c'est promis. En tout cas, on ne vous demandera plus jamais l'heure dans la rue, il n'y a pas de problème. On arrive maintenant à l'heure du débriefing justement de cette émission par notre chère Catherine Bossard. Elle nous rejoint tout de suite. Oula. Pardon. Excusez-moi. Je sais pas ce qui m'arrive. J'étais tranquillement dans le sud, là, en train d'observer les oiseaux, là, rouge-gorge, et le Tacus rubicula. Quand je me suis fait coucouter la gueule, quelque chose de bien. Bon, on m'a invité à un pique-nique de soutien, soi-disant, j'avais commencé à me mettre en format raisin, Simon. Vous voyez ce que c'est? Donc on buvait un coup tranquillement, et puis là, bah, j'ai pas écouté mon instinct, alors que normalement, un doute, pas de doute, voilà. Et bam! Incroyable. Alors que monsieur le notaire, quand même, je m'étais construit un abri de jardin inférieur à 5 mètres carrés. Ça veut dire que je n'avais pas le droit d'être délogée puisque je n'avais pas besoin de permis de construire. J'ai bien vu l'émission aussi. Et là, Simon, c'était le musée recopié dans la ZAD. Il y avait du Guernica. Les copains ressemblaient tous de toute façon à du Picasso. Si c'était, voire presque Jérôme Bosch ou le radeau de la Méduse. Enfin bon, c'était terrible. Du coup, j'ai pris des notes. Donc, projet de construction, ne faites pas n'importe quoi. Hein, prévoyez en amont, c'est ça. Donc, attention. Et puis, je vais demander à Nicolas Hulot, a priori, il aime le kitesurf et il aime les gens qui vont au bout de leur idée. Oui, mais d'accord, quand même. Il y a des limites. Punaise. Donc, voilà, coucou. Image mentale du nid. Super. J'y retourne. Merci. Quelqu'un a un briquet? Ça va aller, non? Voilà. Bon, ben, Non, mais j'y vais. ça va aller, Oui. vous allez gérer, tout va bien. J'espère- C'est sympa chez vous, je peux rester un peu? Oui, pas de problème, avec grand plaisir. Allez, merci beaucoup, Catherine. Merci. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Geoffroy, merci Erwan, merci Julien, merci Simon. On rappelle, le musée recopié, c'est du 12 mai au 16 juin, partout en Bretagne, dans 5 musées. Demain, 9h50, on reçoit la coqueluche du rap français, Eddie De Pretto, à l'occasion de la sortie de son tout premier album Cure et de sa présence au festival Mythos à Rennes le demain soir d'ailleurs. Voilà, belle journée à tous et on retient une phrase aujourd'hui. Là où il y a un doute, il n'y a Pas de doute. pas de doute. Voilà, belle journée à tous. À demain.